Voilà, ce sont ces deux phénomènes-là que vous allez approcher dans votre TP, concernant la plante et l'eau. C'est-à-dire, d'un côté, on va essayer de mesurer ce phénomène, ou plutôt le paramètre derrière qui gouverne cette absorption de l'eau. Et on va essayer également de mesurer, de quantifier cette perte d'eau par la plante vers l'atmosphère, qu'on appelle transpiration. Alors je disais que dans cette séance, ce qu'on va essayer de voir, c'est tout d'abord en fait les mécanismes physiques qui sont derrière ces phénomènes, c'est-à-dire, je le répète, donc qu'est-ce qui fait qu'une molécule d'eau qui était à l'extérieur d'une plante va se retrouver dans la plante? Et qu'est-ce qui fait qu'une molécule d'eau dans la plante va quitter la plante pour aller dans l'atmosphère? Bien. Alors pour ceci, en fait, il faudra juste se rappeler un peu de vos cours de chimie où on vous a expliqué, on vous a parlé de potentiel chimique. Alors, on vous a parlé déjà de cette notion de potentiel, à différentes occasions. On vous a parlé de potentiel électrique, de potentiel chimique, de potentiel électrochimique. Mais à chaque fois que vous entendez on fait ce terme, je ne veux que vous ne compreniez qu'il s'agit juste d'une énergie. Quand on parle de potentiel, en fait, on parle d'une énergie tout simplement. C'est-à-dire une énergie chimique, une énergie électrochimique et une certaine énergie électrique dans le cas du potentiel électrique. Alors maintenant, si des molécules se déplacent, si des molécules font un travail au sens physique du terme, c'est-à-dire ils passent au moins dans leur déplacement d'un point A à un point B, c'est qu'en fait, ils ont l'énergie nécessaire, c'est qu'il y a des forces qui permettent ce déplacement. C'est qu'il y a des forces qui permettent ce déplacement et c'est que ces molécules-là, elles ont l'énergie nécessaire pour faire ce déplacement-là. Alors en fait, c'est cette énergie quand les molécules à des conditions déterminées de température ou de pression qu'on appelle potentiel chimique d'une molécule. Potentiel chimique d'une molécule, donc en fait, c'est essayer d'évaluer tout simplement cette énergie qui fait bouger les molécules dans des conditions bien déterminées. Alors ça, j'espère que vous le savez, que les molécules ne sont immobiles que dans le cas du solide. Et encore, même dans le solide, les molécules bougent un tout petit peu, mais juste en restant à leur place. Alors dès que la phase devient liquide, en fait les molécules peuvent bouger déjà énormément. Et quand ça devient un gaz, les molécules bougent encore plus. Alors pour illustrer ça, j'ai comme habitude d'évoquer juste l'exemple d'un parfum. C'est-à-dire, en fait, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre chambre maintenant, alors qu'il a mis un parfum sur lui, vous pouvez le sentir. C'est-à-dire, vous pouvez le sentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des molécules volatiles du parfum sont parvenues jusqu'à votre nez et ont pu exciter certaines cellules nerveuses et c'est ça la sensation de l'odeur qui est provoquée chez vous. Alors ça veut dire qu'en fait que ces molécules-là qui étaient sur les habits ou sur le corps de la personne qui est rentrée, ont pu quand même traverser une certaine distance qui vous sépare de cette personne. Alors, s'ils ont traversé ces distances, c'est que derrière, ils ont l'énergie nécessaire pour cela, et c'est ce qu'on appelle tout simplement le potentiel chimique. Et quand, en fait,
la molécule, elle est ionique, c'est-à-dire donc il y a des forces électriques qui peuvent agir en plus sur la molécule ionisée. On parle de potentiel électrochimique. Alors, ce qui est important pour moi dans cet exemple et pour vous, pour le moment, c'est juste de comprendre en fait que les molécules se déplacent et que ce déplacement, on va l'associer à une certaine énergie, tout simplement. Alors, cette énergie, donc, on l'appelle potentiel. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est le terme scientifique pour, en fait, parler de cette énergie. Alors, donc, en fait, ceci est valable pour toutes les molécules. N'importe quelle molécule, elle a un certain potentiel dans des conditions déterminées de température et de pression. L'eau également. Alors maintenant, on arrive à l'eau. Une fois que vous avez compris ça, donc on arrive à l'eau. Les molécules d'eau également ont un certain potentiel, ont une certaine énergie, donc en phase liquide, dans des conditions de température et de pression déterminées. Donc, et cette énergie-là fait que les molécules d'eau vont se déplacer. Bien. Donc ça, c'est la première étape. Donc déjà, les molécules d'eau ne sont pas fixes. Ils ne sont pas fixes à leur place, donc ils se déplacent. Et ce déplacement, donc en fait, il n'est pas orienté, c'est-à-dire donc il n'a pas de direction précise, déterminée, prédéterminée. Donc que les molécules d'eau vont se déplacer dans tous les sens. Donc comme les molécules de parfum, donc ce n'est pas spécialement que des molécules de parfum. Donc quand il y a votre camarade, votre collègue, votre ami, donc qui rentre dans votre chambre, ce n'est pas que les molécules de parfum, donc ils se dirigent donc d'une manière dirigée, précise vers votre nez. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est que ça diffuse, ça part dans tous les sens. Donc il n'y a pas un sens privilégié pour ça. Alors maintenant, donc les molécules d'eau également, donc dans leur déplacement, ils vont se déplacer dans tous les sens. Et donc ils peuvent arriver jusqu'à la plante. Alors, si on prend l'exemple d'une plante supérieure, donc en fait l'eau, une plante supérieure donc, qui plante donc, ses racines dans un sol donné, donc se verra donc, arriver à côté des racines donc, des molécules d'eau donc, qui n'étaient pas initialement à côté des racines. Donc, parce que tout simplement, les molécules d'eau, ils vont bouger. Et ils vont bouger parce qu'ils ont un certain potentiel, une certaine énergie libre, donc un certain potentiel chimique, que les physiologistes appellent tout simplement potentiel hydrique, potentiel chimique de l'eau. Alors les physiologistes donc l'appellent potentiel hydrique tout simplement. Alors le potentiel hydrique, en fait, c'est cette énergie qui permet le déplacement des molécules d'eau. Alors donc, on va revenir donc à imaginer donc cette plante dans son environnement. Donc dans son environnement, il y a des molécules d'eau et ces molécules d'eau vont se déplacer. Ils vont se déplacer, très important, dans tous les sens. Ils vont se déplacer dans tous les sens, mais il se trouve que dans leur déplacement dans tous les sens, ils vont rencontrer des racines de plantes. Comme les molécules de parfum, dans leur déplacement, il s'est trouvé qu'ils ont rencontré votre nez. Donc, c'est la même manière. Alors maintenant, donc, ça, c'est la première étape, j'ai dit. Donc, mais maintenant, donc, il faudra quand même qu'ils passent dans la plante. Qu'ils passent dans la plante. Alors maintenant, en fait, la plante, il est séparé de l'environnement. Il est séparé de l'environnement par tout un ensemble de barrières. C'est-à-dire, en fait, toutes ces cellules-là, donc en fait, ils ne sont pas mélangés à l'environnement, ils sont isolés de l'environnement par une membrane et puis par une paroi pectocellulosique dans le cas des cellules végétales. Alors, les racines des plantes également, donc il y a ces parois, il y a ces membranes cellulaires qui vont séparer et la plante
de son environnement. Alors, pour que la molécule d'eau rentre dans la plante, si vous voulez, rentre dans les cellules de la plante, dans les cellules racinaires de la plante, il faudra qu'elle puisse traverser donc ces barrières, c'est-à-dire il faut qu'elle puisse traverser les parois pectocellulosiques, primaires, parfois secondaires, et puis donc également qu'il puisse rentrer à travers la membrane plasmique. Bien. Alors maintenant, donc, les molécules, ils ont tendance d'une manière thermodynamique, donc c'est les lois de la thermodynamique qui le veulent, ils ont tendance à aller partout parce qu'ils ont cette énergie qui les fait mouvoir dans tous les sens. Alors cette énergie, c'est ce qu'on vient d'appeler potentiel hydrique. Il y a juste une petite considération, donc si vous voulez, ou une grande considération. Il faudra juste se rappeler que dans les cellules des plantes, également, il y a de l'eau. Donc, dans le cytoplasme, dans les racines, donc en fait, dans le tissu de la plante, il y a également de l'eau. Alors maintenant, donc, il y a de l'eau de part et d'autre de ces barrières-là. C'est-à-dire, d'un côté des cellules, il y a de l'eau, et qui est séparée de l'eau de l'environnement par des barrières physiques, des membranes et des parois pectocellulosiques. Bien. Alors, on va garder ça un peu en tête et on va revenir un peu en arrière pour juste essayer de comprendre un peu mieux donc, ce que cache ce terme de potentiel hydrique. Alors, ce potentiel, donc je le répète, donc j'espère que maintenant vous l'avez compris, ce n'est rien d'autre qu'une énergie. Plus précisément, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre des molécules, et que cette énergie, donc, elle est ce qu'elle est, elle est à une certaine valeur dans des conditions de température et de pression déterminées. Alors, c'est cette énergie donc, qui est derrière donc, ce déplacement des molécules. Alors, bien sûr, des molécules vont se déplacer plus ou moins facilement, plus ou moins vite. Alors, s'ils se déplacent plus ou moins facilement, plus ou moins vite, c'est qu'elles peuvent avoir des énergies différentes d'un état à un autre. Donc, soit en faisant varier la température à la pression, donc, c'est-à-dire que les molécules d'eau vont avoir plus d'énergie ou moins d'énergie, et par conséquent, ils vont avoir plus de potentiel hydrique ou moins de potentiel hydrique. Donc, en fait, ce potentiel, donc, là où je veux en venir, c'est que ce potentiel, donc, il peut avoir différentes valeurs qui dépendent déjà des conditions de température ou de pression. Alors, mais à la même température et pression, donc, ce potentiel, cette énergie, là aussi, peut varier, peut dépendre, en fait, de la constitution de l'eau. C'est-à-dire, cette eau, est-ce qu'il y a d'autres molécules avec les molécules d'eau ou pas? Alors, je m'explique. Alors maintenant, donc, il y a une molécule d'eau, donc en fait, qui a une certaine énergie et qui va se déplacer, sauf que ce déplacement-là, il va être freiné par d'autres molécules. Si la présence d'autres molécules donc, va freiner le déplacement, c'est-à-dire va rendre le déplacement des molécules d'eau beaucoup plus difficile et par conséquent, ces molécules d'eau vont avoir moins d'énergie, moins de potentiel hydrique. Alors, maintenant, donc en fait, j'espère que l'image elle est relativement claire, c'est-à-dire dans une solution d'eau. Parce qu'en fait, de solution d'eau dont il s'agit. Donc l'eau, elle n'est jamais pure dans l'environnement. Il y a toujours d'autres substances avec cette eau-là. Alors dans ces solutions d'eau ou dans ces suspensions d'eau, peu importe, donc il y a des solutions, il y a des suspensions, donc, mais c'est valable, c'est vrai dans les deux cas. Donc en fait, certaines molécules vont freiner le déplacement des molécules d'eau.
toutes les substances solubles dans l'eau vont freiner le déplacement des molécules. Pourquoi vont-elles freiner les molécules d'eau et le déplacement des molécules d'eau? Alors, c'est très simple si on comprend ce que c'est que la solubilité. La solubilité, ce sont des liaisons chimiques non covalentes qui établissent ces molécules avec les molécules d'eau. Alors maintenant, toute molécule qui peut établir des liaisons chimiques faibles, non covalentes avec les molécules d'eau va nous paraître comme étant soluble dans l'eau. C'est ça la solubilité. Si vous mettez un morceau de sucre dans l'eau et que vous le voyez se dissoudre et vous allez conclure pour dire que le sucre est soluble dans l'eau, en fait, ce qui s'est passé à l'échelle moléculaire, c'est qu'en fait, les molécules du sucre qui étaient cristallisées, donc attachées les unes aux autres dans un réseau cristallin, en fait, se sont dissociées pour établir de nouvelles liaisons avec les molécules d'eau. Et c'est comme ça que votre molécule de saccharose ou votre molécule de glucose va se retrouver entre les molécules d'eau, au milieu des molécules d'eau, suspendues par les molécules d'eau, par des liaisons faibles. Il est suspendu, donc c'est une suspension, enfin suspension pas dans le sens d'une solution ou d'une suspension, une suspension c'est-à-dire en fait donc c'est quelque chose qui est accroché dans l'air si vous voulez, mais là c'est pas dans l'air, mais ce qui est accroché à des molécules d'eau. Alors en fait, ces liaisons faibles qu'établissent les molécules dissoutes, les molécules dissolutées avec les molécules d'eau, donc en fait vont freiner le déplacement des molécules d'eau. C'est tout évident et c'est tout simple. Donc il y a quelque chose maintenant qui est attaché à la molécule d'eau. Est-ce qu'elle va se déplacer plus facilement ou moins facilement? Elle va se déplacer moins facilement parce qu'il y a des choses accrochées à la molécule d'eau. Et ces choses-là accrochées aux molécules d'eau, dans le cas de la solubilité, ce n'est rien d'autre que d'autres molécules. Et par conséquent, le potentiel hydrique des molécules d'eau, il va dépendre des solutés. C'est-à-dire, plus il y a de molécules solubles dans l'eau, plus le potentiel hydrique va être élevé ou faible. Faible. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, donc c'est parti dans une bonne voie. Alors, en fait, c'est juste, il faut l'imaginer comme ça. Donc, plus il y a autre chose avec de l'eau, plus il y a des molécules avec de l'eau, c'est-à-dire plus les molécules d'eau sont liées à autre chose, plus ils vont se déplacer difficilement, moins facilement, et par conséquent, ils auront moins d'énergie, et par conséquent, on dira que leur potentiel hydrique ou leur potentiel chimique, donc en fait, c'est le potentiel chimique qu'on appelle potentiel hydrique, leur potentiel hydrique est de plus en plus faible. Donc en fait, les solutés font chuter le potentiel hydrique. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Oui. On peut continuer. Ouais. Très bien. Alors maintenant, donc, vous n'avez maintenant qu'à faire l'extrapolation aussi avec des molécules qui ne sont pas solubles dans l'eau, mais que l'eau accroche. C'est-à-dire, donc, si vous versez de l'eau dans un sol, en fait, les particules minérales, même organiques du sol, c'est-à-dire en fait tous les argiles, le sable et la matière organique qui constitue le sol, donc vont se retrouver au contact des molécules d'eau et ils vont également établir des liaisons avec ces molécules d'eau. C'est pourquoi donc le sol reste mouillé, parce que vous voyez de l'eau dans le sol, parce qu'en fait, cette eau-là a été accrochée par les particules du sol, donc qui ne sont pas solubles dans l'eau.
Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une solubilité, donc, mais les molécules d'eau également vont avoir des interactions avec cette matrice qui est insoluble. Alors maintenant, dans n'importe quel système où il y a de l'eau, on peut essayer d'évaluer l'énergie de ces molécules d'eau. Autrement dit, on peut essayer d'évaluer le potentiel hydrique de ce système-là. Si vous prenez donc une solution donc, à une certaine concentration, elle a un certain potentiel hydrique. Si vous prenez donc un autre système donc, où il y a des molécules solubles et des molécules insolubles, mais qui établissent des interactions avec les molécules d'eau également, ce système-là a un potentiel hydrique. Alors maintenant, on va revenir donc, là où on avait laissé le truc de tout à l'heure, c'est-à-dire donc à ces racines-là qui sont séparées de l'environnement par des barrières physiques, par des parois pectocellulosiques primaires, parfois secondaires, et puis par une membrane plasmique. Et d'un côté, du côté cellulaire, il y a de l'eau, et du côté du sol également, vous avez de l'eau. Alors l'eau d'un côté, il a un certain potentiel, donc l'eau de l'autre côté, il a un certain potentiel. Alors maintenant, donc, à chaque fois que je parle de ce potentiel, il faudra imaginer juste une certaine énergie. Donc les molécules d'eau à l'extérieur de la plante, ils ont une certaine énergie. Les molécules d'eau à l'intérieur de la plante, ils ont une certaine énergie. Alors maintenant, donc en fait, c'est le déplacement des molécules d'eau, il se fait des molécules de l'endroit où les molécules ont plus d'énergie vers là où ils ont moins d'énergie. C'est évident. Ce n'est pas les molécules d'eau qui ont moins d'énergie qui vont se déplacer vers des molécules qui ont plus d'énergie. Ils ont moins d'énergie, ils ne vont pas pouvoir se déplacer dans ce sens-là. Donc en fait, ce qui permet le déplacement des molécules entre deux systèmes séparés par des barrières physiques mais imperméables, c'est-à-dire perméables à l'eau, c'est en fait la différence du potentiel hydrique. C'est-à-dire, et le déplacement se fera toujours de là où les molécules ils ont un potentiel hydrique très élevé vers le système où ils ont le potentiel hydrique le moins élevé. Ça, c'est la règle thermodynamique qui régit donc ces déplacements. Alors, maintenant, si on veut mesurer donc que ce potentiel hydrique, il faut une référence, comme dans la plupart des cas des mesures, donc il faut quelque chose à qui on va donner, donc quelque chose à quoi on va donner une certaine valeur, et puis on va essayer de mesurer avec ça. C'est toujours le même problème des unités. À chaque fois qu'on veut mesurer quelque chose, il faudra inventer une unité de mesure. Et puis, donc, mesurer avec ça, c'est-à-dire, c'est juste une comparaison. C'est-à-dire dire que ça fait le double de mon unité, ou le triple, ou la moitié, ou comme vous voulez. Donc, c'est une comparaison. Alors, pour le potentiel hydrique, donc aussi, donc, rapidement, donc, les scientifiques se sont aperçus qu'il faut quand même un repère R pour pouvoir mesurer, donc en fait, les différences de potentiel hydrique ou les classer, les potentiels hydriques des différents systèmes. C'est-à-dire, il faut un système de référence et puis dire que mon système, il a un potentiel hydrique plus élevé que le système de référence ou moins élevé que le système de référence. Alors maintenant, donc, en y réfléchissant, donc en fait, on se pose aussi la question, mais ce potentiel hydrique, donc en fait, est-ce qu'il a un maximum? Est-ce qu'il a un minimum? Quelle est la fourchette de variation de cette énergie des molécules d'eau? Dans des conditions, bien sûr, de température et de pression déterminées. C'est-à-dire, si on fixe la température et la pression, en fait, l'énergie de ces molécules d'eau, il va aller de quelle valeur jusqu'à quelle valeur ou quelle est la fourchette de variation.
Alors maintenant que vous avez compris en fait que à chaque fois qu'il y a d'autres molécules avec les molécules d'eau, l'énergie des molécules d'eau va s'en trouver diminuée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans le cas où il n'y a aucune autre molécule autre que l'eau, avec l'eau, c'est là où les molécules d'eau ont l'énergie la plus élevée. C'est-à-dire, autrement dit, c'est dans le cas de l'eau pure, où il n'y a que des molécules d'eau dans ce système, il n'y a aucune autre molécule autre que les molécules d'eau. C'est dans le cas de l'eau pure qu'on a l'énergie la plus élevée, bien sûr, je répète, dans des conditions de température et de pression prédéterminées. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est l'eau pure qui a le potentiel hydrique le plus élevé. Est-ce que c'est clair cette notion ou pas? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur, c'est clair. oui, monsieur. Alors, Oui, monsieur. maintenant, si vous avez compris que c'est dans le cas de l'eau pure qu'on peut avoir le potentiel hydrique le plus élevé, il reste juste une autre chose, c'est décider quelle valeur lui attribuer. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche là, c'est qu'en fait, on cherche une référence pour pouvoir mesurer les autres systèmes. Alors maintenant, on cherche juste une référence et puis pour dire que cela, c'est le double, c'est le triple, c'est le 1,5, c'est etc. Alors maintenant, donc, vous avez compris que l'eau pure, donc, c'est là où l'énergie est la plus élevée. Alors si on se décide de prendre ce système-là, c'est-à-dire le système de l'eau pure comme étant le système de référence, et puis on va comparer tous les autres à ce système, déjà, il y a quelque chose qui va devenir évident, c'est que tous les autres systèmes ne peuvent avoir un potentiel hydrique qu'un potentiel hydrique inférieur à celui de l'eau pure, puisque l'eau pure, c'est le maximum. Donc, tous les autres, ils vont avoir un potentiel hydrique inférieur. Alors maintenant, donc, on vient donc maintenant à la question que j'ai posée. Il reste juste quelle valeur lui donner. Est-ce qu'on va lui donner la valeur 1, la valeur 100, la valeur 1000? Mais quelle que soit la valeur qu'on lui attribuera, on sait que les autres vont être inférieurs. Alors, en fait, c'est par convention, c'est-à-dire c'est juste un accord. Et vous avez compris que ce n'est pas très important, ce n'est pas ce qu'il y a d'important, ce n'est pas la valeur qui est importante. C'est-à-dire qu'on lui ait donné la valeur 0, 1 ou 1000 ou 5000 ou 500 000, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir comparer, déterminer la valeur du potentiel des autres systèmes par rapport à ce témoin-là, par rapport à cette référence. C'est ça ce qui est important. Alors, je disais, donc, c'est par convention, c'est-à-dire, on s'est mis d'accord. Les scientifiques se sont mis d'accord pour dire que le potentiel hydrique de l'eau, c'est le plus élevé. Vous l'avez compris, ça, c'est pas un accord, mais c'est une évidence scientifique. Et puis, on lui a dit, tiens, on va lui donner la valeur de 0. C'est le plus élevé, mais c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres sont inférieurs et sont négatifs. Donc, c'est comme ça que les potentiels hydriques se sont trouvés négatifs. C'est juste parce que on a établi que le maximum de ce potentiel hydrique est 0. Et bien sûr, tous les autres donc, vont être en dessous de 0 et avoir des valeurs négatives. C'est bon? Oui, monsieur. Est-ce que jusque-là? Oui, monsieur. Alors, très bien. Alors maintenant, revenons à cette cellule.
Alors, une cellule, donc, il est séparé de son environnement avec une paroi, une membrane. Il y a de l'eau dans la cellule, il y a de l'eau à l'extérieur. L'eau à l'extérieur, il a un potentiel hydrique. L'eau à l'intérieur de la cellule, elle a également un potentiel hydrique. Alors, pour que l'eau puisse rentrer dans la cellule, il faut que le potentiel hydrique de l'eau à l'extérieur soit supérieur au potentiel hydrique de l'eau qui est à l'intérieur. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Alors maintenant, l'eau qui est à l'intérieur, le potentiel hydrique de l'eau qui est à l'extérieur, pardon, il va dépendre de quoi? Il va dépendre Il va dépendre de tout ce qui est soluble et de tout ce qui est insoluble. Si on parle du sol, par exemple, le potentiel hydrique du sol, il va dépendre de tout ce qui est soluble dans l'eau et de tout ce qui est insoluble dans l'eau. Et par conséquent, le potentiel hydrique du sol, on va le subdiviser en potentiel osmotique ou soluté, c'est-à-dire à la part du potentiel, à la partie du potentiel qui est due aux solutés qui sont solubles dans l'eau et à la part du potentiel de ce qui est insoluble. C'est-à-dire, en fin de compte, le potentiel du sol, hydrique d'un sol, c'est l'ensemble du potentiel soluté ou osmotique, on l'appelle soluté ou osmotique, pour rendre compte de ce qui est soluble dans l'eau, des molécules solubles dans l'eau, plus le potentiel matriciel, c'est-à-dire de ce qui est insoluble. Et bien sûr, il y a un autre potentiel donc, qui est dû donc, aux forces de gravité, c'est-à-dire en fait la gravité aussi, la force d'attraction terrestre. Donc, il va tirer sur les molécules d'eau dans un autre sens, c'est-à-dire toujours vers le bas, vers le centre de la Terre, dans le sens de la pesanteur, de la force de pesanteur d'une manière générale. Alors, généralement, donc, on néglige ce potentiel-là. C'est-à-dire donc les forces de gravité, donc l'effet des forces de gravité sur les molécules. Donc on va dire que c'est négligeable, une molécule d'eau, donc ça pèse rien du tout. Donc en fait la force de gravité, elle est infiniment plus faible par rapport aux autres forces qui vont lier les molécules d'eau aux solutés ou aux autres forces qui vont lier les molécules d'eau aux molécules insolubles, aux molécules argileuses et aux colloïdes. Organo-minéral, donc du sol. Donc, on va le négliger. Donc, en fait, on peut décomposer le potentiel hydrique d'un sol en potentiel osmotique ou soluté et en potentiel matriciel. Plus un potentiel de gravité qu'on néglige, plus un potentiel de pression qu'on néglige aussi. Alors, ce potentiel de pression, donc, je ne vais pas en parler, est ici au niveau du sol, parce qu'il sera très difficile de l'expliquer donc à ce niveau-là, mais je vais en parler donc juste maintenant donc au niveau des cellules. Alors maintenant, voilà ce qui se passe au niveau du sol. Au niveau du sol, il y a de l'eau, et cette eau, ces molécules d'eau ont une certaine énergie qu'on appelle potentiel hydrique, et cette énergie va dépendre des molécules solubles et qui vont représenter la part, et qu'on appelle la part d'un potentiel hydrique qu'on appelle potentiel osmotique ou potentiel soluté, plus l'interaction des molécules d'eau avec ce qui est insoluble, donc va représenter l'autre part et qu'on va appeler potentiel matriciel, donc de la matrice. Bien, alors maintenant, du côté de la cellule, l'eau également est présente dans les cellules. Il est présent dans les cellules, pas sous forme pure, ce n'est pas de l'eau pure qu'il y a dans les cellules. Dans les cellules également, il y a des solutés, c'est-à-dire des molécules solubles, et qui vont également avoir des interactions avec les molécules d'eau. Il va y avoir également des molécules insolubles, tout ce qui est paroi, cellulose n'est pas soluble dans l'eau.
Sinon, donc, il y aura plus de cellules, il y aura juste une solution, tout ça se solubiliserait, donc ils ne sont pas solubles dans l'eau. Et les molécules d'eau vont avoir une interaction avec ces composants cellulaires insolubles dans l'eau. Donc, il y a un potentiel osmotique également, il y a également un potentiel matriciel, c'est-à-dire dû à la matrice. La matrice, c'est la structure insoluble. En plus de ça, les cellules végétales, ils ont une particularité dont on vous a déjà parlé, donc c'est-à-dire c'est qu'ils changent de volume. C'est-à-dire en quelque sorte, ils gonflent et ils se dégonflent. Ils gonflent et ils se dégonflent avec de l'eau. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ce phénomène-là? La turgescence et la plasmolyse. La turgescence. Donc, voilà, donc exactement. Donc en fait, les cellules végétales changent de volume selon la quantité d'eau qu'elles contiennent. Donc ils peuvent gonfler et se dégonfler. Avec de l'eau, c'est le phénomène de turgescence et de plasmolyse. Toutes les cellules en sont capables, donc pas les cellules végétales. Juste en fait, les cellules végétales, donc ils supportent plus ce phénomène-là. Les cellules animales qui n'ont pas de parois, donc en fait, elles éclatent. Elles éclatent sous la pression de l'eau. Donc, si l'eau rentre dans les cellules, et ça les fait gonfler, 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 jusqu'à les faire éclater, parce que juste, ils n'ont pas de parois pectocellulosiques. Alors, c'est les cellules végétales, puisqu'ils ont donc cette structure rigide qu'on appelle paroi, donc en fait, ils n'éclatent pas. Ils n'éclatent pas, donc ils gonflent sans éclater. Alors maintenant, je vais revenir donc à ce phénomène de turgescence ou de gonflement. Donc en fait, les cellules végétales, donc ils ont une certaine élasticité puisqu'ils gonflent, ils se dégonflent. Donc c'est qu'elles ont une certaine élasticité. Donc en fait, c'est les parois cellulaires et primaires qui ont cette élasticité, qui sont légèrement élastiques, c'est-à-dire ils peuvent se distendre et ils peuvent également se raccourcir. Alors maintenant, je vais donc vous ramener à votre enfance, peut-être même pas à votre enfance, juste peut-être à quelque chose que peut-être vous avez déjà fait, donc, mais plus récemment, c'est-à-dire après que vous ayez quitté votre enfance, ou bien c'est l'enfance qui ne vous a pas quitté, qui est restée en vous, pour jouer avec des ballons de baudruche, c'est-à-dire des ballons qu'on gonfle, que vous gonflez à la bouche. Donc ça, vous le faites donc pour les décorations de fêtes ou d'anniversaire. Donc vous les gonflez avec de l'air, mais certainement, vous vous êtes également amusé à les faire remplir d'eau. Oui ou non? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Très bien, donc très bien, si vous avez fait ça, c'est que ce sont des choses normalement qui ne peuvent rendre qu'intelligent, plus intelligent, on va dire. Alors, parce que vous êtes déjà intelligent, donc ça vous rend juste un peu plus intelligent qu'intelligent. Très bien. Alors, je disais, donc, vous les avez remplis d'eau. Oui ou non? Oui. Alors maintenant, vous les remplissez d'eau. Donc, si vous tenez l'ouverture fermée avec votre doigt, il peut ne pas se passer grand-chose. Mais si vous lâchez l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? L'eau Va jaillir. L'eau rejaillit donc du ballon. C'est le rejailli du ballon, c'est qu'il se déplace. Ça, c'est un autre déplacement, ce n'est pas le déplacement des molécules, donc c'est un déplacement, c'est un écoulement. Alors, donc, en tout cas, c'est que l'eau se déplace, c'est qu'elle se déplace, c'est qu'elle a une certaine énergie,
et que cette énergie, il a été donnée par une certaine force. Alors maintenant, donc, c'est quelle est la force derrière donc, ce déplacement? Qu'est-ce qui a fait que cette eau donc, rejaillisse de votre ballon? La pression C'est quelle pression? hydrique. Non, plutôt c'est la pression atmosphérique qui pousse sur les parois voilà, des parois du ballon de l'extérieur. Il fait. Non, non, pas ça. C'est pas ça. En fait, à l'extérieur, il y a une certaine pression qui est la pression atmosphérique, mais à l'intérieur de votre ballon, il y a une pression qui est supérieure à la pression atmosphérique et qui est due à l'élasticité des parois, à l'élasticité de votre ballon. En fait, c'est l'élasticité de votre ballon qui pousse sur le contenu de votre ballon et par conséquent, ça lui donne une pression supérieure à la pression atmosphérique. Donc, c'est pourquoi, donc, dès qu'il y a ouverture, en fait, donc, il y a votre liquide qui va passer de là où les pressions sont élevées vers là où les pressions sont plus faibles. Donc, scientifiquement, voilà ce qui se passe, c'est qu'en fait, les parois de votre ballon, parce qu'ils sont élastiques, ils exercent une pression sur le contenu de votre ballon. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, l'élasticité des parois va pousser sur le contenu de votre ballon, sur ce qu'il y a à l'intérieur. Alors maintenant, ça dépend de l'élasticité de votre ballon. Si l'élasticité est très élevée, la force également, donc en fait, de pression, elle est très élevée, donc l'eau va rejaillir avec beaucoup plus de force. Si l'élasticité de vos parois est faible, donc aussi, vous allez observer le phénomène correspondant, c'est-à-dire donc un mouvement d'eau, un écoulement moins intense. C'est bon? Oui. Alors maintenant, on va quitter donc ces jeux d'enfants pour revenir aux cellules. Les cellules, donc, ils gonflent, donc je l'ai dit tout à l'heure, ils se dégonflent sous l'effet du volume d'eau à l'intérieur de ces cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà d'une certaine limite, les parois de la cellule vont appuyer sur le contenu de la cellule, sur ce qu'il y a à l'intérieur. Il va générer une pression qui est supérieure à la pression atmosphérique. Alors, c'est le cas de la turgescence. Donc, vous avez compris que ceci ne se passe que lorsque les cellules vont commencer à devenir turgescentes. Alors, à des valeurs ou à des volumes inférieurs au volume de la turgescence, donc il n'y a pas de pression, donc les parois ne vont pas appuyer donc, sur le contenu de la cellule. De la même manière, donc, quand votre ballon, vous mettez dans votre ballon juste un petit peu d'eau, quelques millilitres d'eau, donc il ne se passera rien. La même chose pour les cellules, donc c'est au-delà d'un certain volume, donc le volume correspondant à la turgescence qui a cette pression. Alors c'est ce qu'on appelle la pression de la turgescence justement. Donc ceci on l'appelle pression de la turgescence. C'est une pression positive dans le sens où il va devenir supérieur à la pression atmosphérique. Alors cette pression, donc il va donner plus d'énergie aux molécules d'eau. Cette pression, elle va donner plus d'énergie aux molécules d'eau. Alors, rappelez-vous qu'en fait, les molécules d'eau vont avoir moins d'énergie lorsqu'ils vont être liés à des molécules solubles, à des solutés. Ils vont avoir moins d'énergie lorsqu'elles sont accrochées à des substances insolubles. Ils vont avoir plus d'énergie lorsqu'ils subissent une pression positive, c'est-à-dire une pression supérieure à la pression atmosphérique. Ce cas,
il peut se passer aussi bien dans le sol que dans les cellules. C'est pourquoi tout à l'heure, donc, je vous ai expliqué qu'au niveau du sol, donc c'est un peu très difficile donc, à se l'imaginer, mais c'est des phénomènes qui peuvent se produire. Mais dans le cas de la cellule, donc vous l'avez compris, que dans le cas de la turgescence, le contenu cellulaire, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de vos cellules, il va subir une pression qui est due à l'élasticité des parois. Et cette élasticité des parois va donner plus d'énergie aux molécules d'eau, si vous voulez. Donc, c'est une pression supérieure à la pression atmosphérique. Donc, il va faire en sorte de faire bouger plus les molécules d'eau. Donc, s'il va les faire bouger plus, c'est qu'il va leur donner plus d'énergie. Donc, le potentiel, l'énergie libre des molécules d'eau à l'intérieur des cellules, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de ce qui est insoluble, c'est-à-dire du potentiel osmotique. Il va dépendre de ce qui est insoluble, c'est-à-dire du potentiel matriciel. Il va dépendre de la pression de turgescence. Et bien sûr, il va dépendre aussi de la gravité, c'est-à-dire de la force de gravité, sauf que là aussi, donc, on va la négliger. Donc, le poids d'une molécule, elle est négligeable. Donc, une seule molécule, elle est négligeable, pas une mole de molécules. Donc voilà. Alors, on va récapituler. D'un côté, donc, vous avez l'environnement et vous avez de l'eau dans l'environnement. De l'autre côté, vous avez la plante et vous avez de l'eau dans la plante. Et que, de part et d'autre, les molécules d'eau, ils ont une certaine énergie. Et pour qu'il y ait mouvement d'eau, donc de l'environnement vers la plante, il faut absolument que l'énergie des molécules d'eau de l'environnement soit supérieure à l'énergie des molécules d'eau à l'intérieur de votre plante. C'est-à-dire, il faut que le potentiel hydrique à l'extérieur soit supérieur au potentiel hydrique à l'intérieur. Alors, bien sûr, on parle de potentiel hydrique supérieur et inférieur, mais tout ça, ça peut être négatif. Donc, on l'a compris, tous les potentiels hydriques sont inférieurs ou égaux à 0. Mais il y a toujours cette règle-là, thermodynamique, c'est qu'il faut que l'énergie soit supérieure, c'est-à-dire il faut que le potentiel hydrique soit le plus élevé d'un côté pour que l'eau puisse passer de ce côté-là vers l'autre côté, où forcément les molécules d'eau doivent avoir une énergie plus faible, c'est-à-dire un potentiel hydrique plus faible. Est-ce que c'est clair tout ça? Oui, monsieur. Bien. Alors maintenant, donc, pour récapituler, le potentiel hydrique du sol, donc ça dépend de ce qui est soluble, d'un potentiel, c'est-à-dire ce qui est soluble, on va lui attribuer un potentiel osmotique. De ce qui est insoluble, on va lui faire correspondre ce qu'on appelle un potentiel matriciel. De la pression, d'un potentiel de pression. C'est rare dans le cas des sols que la pression donc, soit supérieure, mais il arrive qu'il soit inférieur à la pression atmosphérique, c'est-à-dire il y a en sorte le vide, il y a un vide au niveau du sol. Et des forces de gravité, d'un potentiel de gravité. Au niveau du sol, généralement, on néglige les deux derniers, c'est-à-dire on se dit que le potentiel hydrique du sol, c'est la somme du potentiel osmotique ou du potentiel soluté, c'est la même chose, et du potentiel matriciel. Au niveau de la cellule, c'est la même chose. Ça va dépendre des solutés, potentiel soluté, de ce qui est insoluble, potentiel matriciel, potentiel gravité et des potentiels de pression. Dans la cellule, on va négliger le potentiel de gravité, puisqu'on l'a également négligé pour le sol, donc c'est les mêmes molécules. Et on va négliger le potentiel matriciel au niveau de la cellule, pour ne garder que le potentiel de soluté et le potentiel de turgescence, c'est-à-dire le potentiel qui est dû à la pression, aux variations de pression à l'intérieur de la cellule. Alors maintenant, pourquoi on néglige le potentiel matriciel au niveau de la cellule? C'est-à-dire, en fin de compte, on va négliger la part du potentiel qui est due à ce qui n'est pas soluble dans la cellule. On va le négliger pour une raison valable et évidente, c'est qu'en fait, à l'intérieur des cellules, il y a beaucoup de lipides. Il y a beaucoup de membranes, donc en fait, tous les organismes cellulaires, les mitochondries, les chloroplastes,
tous les places, c'est les mitochondries, donc l'appareil de Golgi, donc, et tout ça, en fait, c'est des membranes biologiques. Membranes biologiques, ils sont fermés avec des lipides. Et les lipides n'ont aucune interaction avec les molécules d'eau. Donc, c'est parce qu'en fait, le contenu cellulaire, dont la majorité de ce qui n'est pas soluble à l'intérieur de la cellule, de ce qui n'est pas soluble dans l'eau, il est formé de lipides. Et puisqu'il est formé de lipides, donc il ne va pas avoir d'interaction, donc très peu d'interaction avec les molécules d'eau, et par conséquent, donc la matrice, ce qu'on appelle la matrice, c'est-à-dire ce qui n'est pas soluble, va avoir peu d'interaction avec les molécules d'eau, et par conséquent, le potentiel matriciel au niveau cellulaire, il est négligeable. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, à l'intérieur de la cellule, deux composantes, ce qui est soluble et la pression. Ce qui est soluble et la pression. Et la pression ne se manifeste que à partir de la turgescence. En dessous de la turgescence, il n'y a pas de pression à l'intérieur de la cellule. Il n'y a pas de pression positive, c'est-à-dire pas de pression supérieure à la pression atmosphérique. Donc, en dessous de la turgescence, aucune pression. Mais à partir de la turgescence, il y a une pression qu'on appelle pression de turgescence. Alors, cette pression de turgescence, elle a tendance à donner plus d'énergie aux molécules. C'est-à-dire, il a tendance à élever le potentiel hydrique. Le potentiel soluté, les solutés, ils ont tendance à diminuer l'énergie des molécules d'eau. Et ils ont tendance à diminuer le potentiel hydrique à l'intérieur des cellules. Gardez ça bien en tête. À l'intérieur des cellules, il y a deux composantes qui agissent d'une manière opposée. La pression qui va donner plus d'énergie, qui va augmenter le potentiel hydrique, les solutés qui vont diminuer le potentiel hydrique. En fait, le potentiel hydrique à l'intérieur des cellules, il va dépendre de ces deux paramètres-là et qui agissent dans des sens opposés. À l'extérieur des cellules, dans le sol, on assimile le potentiel hydrique au potentiel osmotique et au potentiel matriciel. Deux choses. Et les deux, ils agissent dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une diminution du potentiel hydrique, c'est-à-dire dans le sens d'une diminution de l'énergie des molécules d'eau. Retenez également, pour qu'il y ait mouvement d'eau, c'est-à-dire pour que l'eau rentre dans la plante ou qu'elle sort de la plante, il faudra maintenant évaluer le potentiel d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire c'est la différence de potentiel qui va gérer les mouvements d'eau. Et uniquement ça. C'est-à-dire les molécules d'eau vont se déplacer de là où le potentiel hydrique est le plus élevé vers là où il y a le potentiel hydrique le moins élevé. Alors, je reviens à cette question d'absorption. Tout ce que je suis en train d'expliquer depuis le début, ça rentre sous le chapitre ou sous le concept d'absorption de l'eau. C'est-à-dire, on parle d'absorption de l'eau, la plante va absorber l'eau à partir du sol ou à partir de son environnement. Alors maintenant, vous vous en êtes rendu compte peut-être que la plante n'a aucun pouvoir, presque, je dirais. Donc il y a une nuance à apporter, mais c'est peut-être subtil pour vous, donc on y reviendra peut-être après et dans ce cours. Donc en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est juste que la plante n'agit aucunement sur les molécules d'eau à l'extérieur dans son environnement. Il n'a aucun pouvoir. Même si on appelle ça absorption, parce que quand on parle d'absorption, on a tendance à comprendre que la plante
tire sur les molécules d'eau pour les faire rentrer dans les racines. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe, en fait, ça dépend de l'énergie des molécules d'eau à l'extérieur des racines, qu'on appelle potentiel hydrique. S'ils ont l'énergie suffisante, ils vont se déplacer. S'ils ont l'énergie suffisante, c'est qu'ils vont se déplacer dans tous les sens. S'ils ont une énergie suffisante, ils vont se déplacer dans tous les sens et que dans un sens, ils vont rencontrer une racine. Alors, à la rencontre d'une racine, donc ils vont pouvoir rentrer, traverser la paroi et la membrane cytoplasmique et on reviendra sur les mécanismes, comment ils traversent la paroi, comment ils traversent la membrane dans un autre cours. Mais maintenant, donc, considérez juste qu'ils vont traverser ces membranes-là pour aller dans la cellule. Si l'énergie des molécules d'eau dans la cellule est inférieure à leur énergie. Sinon, c'est l'inverse qui peut se passer. C'est comme ça que ça se fait, le passage de l'eau, de l'environnement vers la plante. C'est un phénomène passif, c'est-à-dire que la plante ne dépense aucune énergie. La plante n'a aucun pouvoir pour faire rentrer les molécules d'eau dans la plante ou pas. Presque, il n'a aucun pouvoir. Donc, je reviendrai sur cette subtilité donc, dans le cours, dans les semaines qui viennent. Donc, c'est un phénomène passif, donc ça va rentrer. Bien, alors cette eau, il rentre dans la plante, il va circuler dans la plante, il va arriver au niveau des feuilles. Au niveau les feuilles sont connectées à l'atmosphère. C'est-à-dire dans les feuilles, il y a des pores qu'on appelle des stomates. Et ces stomates, ils communiquent avec l'atmosphère. C'est-à-dire, donc, l'air, il rentre à travers ces petits trous, il rentre à travers ces petits pores à l'intérieur de la feuille. Et en rentrant à l'intérieur de la feuille, c'est là où les deux systèmes vont être donc au contact, c'est-à-dire l'atmosphère, le système atmosphère si vous voulez, et le système plante. Ils vont avoir donc contact au niveau des feuilles, au niveau des poches sous-stomatiques, au niveau du parenchyme lacuneux. C'est à ce niveau-là où l'atmosphère rentre en contact avec l'eau de la plante. Le même phénomène que j'ai expliqué, c'est-à-dire le passage de l'eau de la plante vers l'atmosphère, il est également régi c'est-à-dire il va dépendre également de la différence d'énergie des molécules d'eau des deux côtés. Il y a des molécules d'eau dans l'atmosphère, il y a des molécules d'eau dans la plante, et est-ce qu'ils vont passer dans un sens ou dans l'autre? Ceci, ça dépend de leur énergie, c'est-à-dire de leur potentiel hydrique. Est-ce que c'est clair? Ce phénomène-là, on l'appelle transpiration. Il se trouve que dans la majorité écrasante des situations, l'énergie des molécules d'eau à l'intérieur de la plante elle est supérieure à l'énergie des molécules d'eau dans l'atmosphère. Ça veut dire que les molécules d'eau de la plante, ils passeront tout le temps vers l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la transpiration. C'est-à-dire tout le temps, il y a de l'eau qui passe sous forme de vapeur de la plante vers l'atmosphère. Alors ce phénomène-là, il est très utile à la plante parce que c'est lui qui contribue donc à l'homéostasie thermique, c'est-à-dire à la régulation thermique de la plante. C'est lui qui permet la circulation de l'eau dans la plante et c'est lui également qui contribue à l'absorption de l'eau dans la plante. On verra ça par la suite. Alors maintenant, si on revient à votre TP, à vos travaux pratiques concernant donc cette plante et l'eau. Donc en fait, on vous demandera ou on vous proposera d'évaluer le potentiel hydrique d'un tissu végétal. On va vous donner un tissu végétal et on va vous demander de déterminer son potentiel hydrique. C'est très simple. Et on va vous demander également
d'estimer la transpiration, c'est-à-dire combien d'eau quitte la plante par unité de temps ou par unité de surface de feuilles, etc. Ou par plante, comme vous voulez. Donc, il y a différentes manières de l'exprimer. C'est-à-dire dire que cette plante-là, il va perdre 5 ml d'eau par seconde. C'est la transpiration. C'est une évaluation de la transpiration. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, on va vous proposer, dans ce TP-là, par des méthodes, des petites astuces toutes simples, de déterminer et le potentiel hydrique et la transpiration. Alors, déterminer le potentiel hydrique d'un tissu végétal, on va utiliser une astuce. Alors, on va préparer différentes solutions aqueuses qui ont différentes concentrations. C'est qu'ils ont différentes concentrations en soluté, c'est qu'ils vont avoir différents potentiels hydriques. Vous me suivez ou pas? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. On va préparer différentes solutions qui ont des concentrations différentes. S'ils ont des concentrations en soluté différentes, c'est qu'ils ont à des potentiels hydriques différents. Oui ou non? Oui. Très bien. Oui, monsieur. Alors, et on va mettre du matériel végétal dans ces différentes solutions. Et puisque les échanges d'eau se font par différence de potentiel hydrique, c'est-à-dire dans les solutions qui ont un potentiel hydrique plus élevé que celui du tissu végétal, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que l'eau, il va rentrer dans les tissus végétaux. Oui ou non? Oui. Oui. Oui, monsieur. Dans les solutions qui ont un potentiel hydrique inférieur au potentiel hydrique dans le tissu végétal, il va se passer le phénomène inverse. L'eau, elle se déplacera du tissu végétal vers la solution. Alors maintenant, la deuxième astuce, c'est quoi? C'est comment suivre ces échanges d'eau. Comment voir que l'eau est rentrée dans le végétal ou il est sorti du végétal. Comment le voir? Grâce à le volume de la cellule végétale. Si on peut mesurer leur volume, oui, ça se verrait sur volume. Alors maintenant, donc il y a plus simple, c'est qu'on va juste les peser. C'est juste les peser, c'est-à-dire les peser avant et après. Là où ils ont absorbé de l'eau, où l'eau est entrée, leur poids va augmenter. Là où ils ont perdu de l'eau, leur poids va diminuer. Et entre les deux, on va pouvoir déterminer dans quelle solution, en fait, il n'y a pas d'échange d'eau. C'est-à-dire le matériel végétal n'a ni absorbé de l'eau, n'a ni relâché de l'eau. S'il n'a ni absorbé de l'eau, ni relâché de l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel hydrique, il est le même à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'accord? Et dans ce cas-là, le poids de votre matériel végétal ne va pas changer. Bien. Alors, une fois qu'on a déterminé cette solution, une fois qu'on a dit, tiens, c'est cette solution-là qui m'a permis d'identifier le potentiel hydrique de mon tissu végétal. D'accord? Je sais que le potentiel hydrique de cette solution, c'est le même que le potentiel hydrique de mon échantillon végétal. Ça, je le sais parce que je n'ai assisté, je n'ai vu aucun échange, je n'ai pu détecter aucun échange d'eau. C'est-à-dire, ni mon matériel végétal n'a cédé de l'eau, ni n'en a pris. Il n'en a cédé, ni n'en a pris. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie des molécules d'eau à l'intérieur et à l'extérieur, c'est la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel hydrique à l'intérieur et à l'extérieur, il est le même. Donc, je sais que le potentiel hydrique de cette solution,
est exactement le même que le potentiel hydrique de mon matériel végétal. Mais maintenant, il est de combien? Je le sais, mais il a quelle valeur? Alors maintenant, je passe à une autre approximation. C'est-à-dire, en fait, dans mon tube ou dans ma solution, le potentiel hydrique de cette solution, il va dépendre de quoi? Il va dépendre des concentration. Voilà, des solutés. Concentration. Des solutés. Et je vais assimiler le potentiel hydrique au potentiel osmotique. Il n'y a ni potentiel de gravité, je vais le négliger. Il n'y a ni potentiel matriciel, puisque dans ma solution, il n'y a que des choses solubles, il n'y a pas quelque chose d'insoluble. Et je vais également négliger le potentiel de pression, parce que ma solution est à la même pression que la pression atmosphérique. Ce qui reste, c'est quoi? C'est que le potentiel hydrique de mes molécules, c'est exactement la même chose que le potentiel osmotique. Et le potentiel osmotique, je vais l'assimiler à la pression osmotique. C'est-à-dire, je vais dire que le potentiel soluté, ce n'est rien d'autre que la pression osmotique. Et la pression osmotique, je vais encore l'approcher par une autre approximation, par la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire la fameuse loi PV est égale à nRT. La pression fois le volume est égal au nombre de moles fois la constante des gaz parfaits fois la température en degrés K. Alors maintenant, je vais calculer cette pression en utilisant cette relation, c'est-à-dire la pression, c'est le nombre de moles sur le volume, c'est-à-dire c'est la concentration, fois la constante des gaz parfaits fois la température. Comme ça, j'ai la pression osmotique, c'est-à-dire la pression qui est due aux solutés, que je vais assimiler au potentiel hydrique de la solution. C'est comme ça que je vais calculer le potentiel hydrique de la solution. Et puisque dans cette solution-là, il n'y a pas d'échange, je vais conclure que c'est le même potentiel dans ma plante. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc voilà, c'est tout simple. Donc il suffit de mettre des échantillons de matière végétale, d'un tissu végétal n'importe lequel. Ce n'est pas important, la nature du tissu végétal. Donc vous mettez n'importe quel tissu végétal dans différentes solutions. Vous pesez, vous mesurez le poids avant et après. Là où il y a échange d'eau, vous pouvez le détecter par la variation du poids. Et puis vous allez détecter également la zone où il n'y a pas d'échange d'eau. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Et vous allez calculer le potentiel hydrique de votre solution en se disant que le potentiel hydrique de cette solution, ce n'est rien d'autre que le potentiel osmotique. Et le potentiel osmotique, ce n'est rien d'autre que la pression osmotique. Et en se disant que cette pression osmotique, je vais la calculer approximativement par la loi des gaz parfaits. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, Oui, monsieur. Oui. Donc voilà pour une partie de votre TP. Alors maintenant, je vais vous expliquer donc l'autre partie donc, qui concerne la transpiration. Alors là aussi, donc, on va utiliser donc, une astuce toute simple. Donc j'espère donc maintenant donc, que l'écran est partagé. Donc vous voyez donc le dispositif. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors maintenant, donc vous le voyez? Oui, monsieur. Alors maintenant, Oui, monsieur. c'est Oui, tout, monsieur. alors c'est tout simple. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, ça s'appelle un potomètre. Un potomètre, c'est écrit devant vous. Ça s'appelle un potomètre, c'est-à-dire on va mettre une plantule dans un récipient rempli d'eau, bien fermé de partout. Et puis, donc, on va plonger dedans un tube capillaire et par l'intermédiaire d'une petite pression ici, donc, on va pousser pour que l'eau monte dans le tube capillaire jusqu'à un certain niveau. Alors, ce tube capillaire, il est collé à côté d'une règle. On va repérer en quelque sorte là où le niveau de votre eau arrive. Et puis, puisque la plante va
perdre de l'eau par transpiration au niveau des feuilles, c'est-à-dire il y aura de l'eau qui va partir dans l'atmosphère, donc il va également absorber de l'eau par les racines, c'est-à-dire il va prendre de l'eau ici, et en prenant de l'eau ici, donc le niveau ici va diminuer pour remplir ce qui est pris par la plante, on va le voir ici, c'est-à-dire ce niveau-là, il va diminuer pour remplacer ce qui a été pris par la plante. D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui. Et on va suivre ici, donc on va faire une cinétique, c'est-à-dire chaque heure ou chaque une demi-heure ou chaque un quart d'heure, on va venir vérifier combien d'eau à ce niveau-là, il s'est déplacé dans ce sens-là, de combien. Ici, donc on va dire voilà un millimètre ou 1 millilitre et puis 2 millilitres. Et ainsi de suite. Alors vous éteignez vos micros s'il vous plaît. Éteignez vos micros. Alors, je le répète, vous éteignez vos micros. Donc, quand vous êtes en famille, quand vous réglez des choses en famille, vous éteignez votre micro. Alors, est-ce que vous avez pu donc, comprendre donc, en fait, le dispositif? Oui. Donc, en fait, je disais que l'astuce est toute simple. C'est qu'en fait, donc juste, il faudra que ça soit bien fermé partout, c'est-à-dire toute l'eau qui sera prise par la plante et qui va être transpirée, donc on va la voir ici, c'est-à-dire on va enregistrer une diminution du niveau d'eau ici, et c'est comme ça qu'on pourra suivre la transpiration, qu'on pourra exprimer par plante et par unité de temps, c'est-à-dire dans une heure, cette plante, il a perdu combien d'eau par transpiration. D'accord? Alors, on peut également l'exprimer par surface foliaire, c'est-à-dire, donc ça dépend, puisque c'est à travers les feuilles que la plante transpire, donc on va se dire, plus il y a de feuilles, plus la transpiration sera élevée. Si on veut comparer entre deux plantes, en fait, pour rendre les choses un peu plus rigoureuses, plus scientifiques, ça n'a aucun sens de comparer les plantes entre elles, parce qu'en fait, ils n'ont pas toutes le même nombre de feuilles, ils n'ont pas la même surface des feuilles. Donc, et on va exprimer la transpiration par unité de surface foliaire, c'est-à-dire par centimètre carré de feuilles, combien d'eau est transpirée par centimètre carré de feuilles, par exemple, pour cette plante-là et pour une autre plante. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, très bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que maintenant, vous pouvez suivre votre TP sans trop de difficultés. Maintenant, donc, avant de clore cette séance, alors, si vous avez des questions sur des choses qui vous ont paru pas suffisamment claires, oui, allez-y. Donc, s'il y a quelqu'un qui demande la parole, donc. Bien, donc si vous n'avez pas de questions, donc si tout est suffisamment expliqué pour vous, donc on va se quitter donc et pour la prochaine fois. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. De rien.